Est-ce que vous vous souvenez du début d'Harry Potter? Cette fameuse soirée où Dumbledore et McGonagall déposent le jeune Harry chez les Dursley. Sauf qu'en réalité, la saga culte ne commence pas vraiment comme ça. Si le film démarre bel et bien par cette scène, le livre, lui, prend un peu plus son temps. On commence déjà par nous présenter les Dursley, une famille cachée derrière une fausse normalité qui se révèle en fait très antipathique. Entre un père chef d'entreprise qui hurle sur ses employés, une mère très curieuse qui ne peut pas s'empêcher de fouiner, et un enfant presque nouveau-né qui cause déjà des problèmes. Une préface de roman classique à première vue, mais qui pose un contexte sur l'action qui va suivre. En effet, on remarque rapidement des éléments particuliers, notamment des hiboux qui volent en pleine journée, mais surtout des personnes bizarrement habillées qui célèbre la mort d'un certain vous savez qui. Un grand nombre de détails essentiels à l'intrigue qu'on a coupé des films sans vraie raison. Enfin, c'est ce qu'on croit au départ, car ce choix très douteux est en fait essentiel. Au cinéma, l'un des codes qu'on retrouve le plus, c'est le in medias res. Ce terme un peu bizarre définit l'idée de commencer une histoire en pleine action. D'abord utilisé en littérature, il s'étend finalement à la fiction tout entière. Son procédé est assez simple, il faut que ça bouge, qu'il y ait de la tension pour ainsi garantir de garder l'attention. Ici, c'est justifié, sauf que des suppressions du genre, il y en a des dizaines dans la saga. Souvent des passages inutiles ou bien trop longs pour rien, mais parfois des informations clés bizarrement retirées. Je suis Remax, passionné d'Harry Potter, et aujourd'hui, on parle des grands moments des livres effacés par les films. Nick Quasi-Sans-Tête est un personnage oubliable. Introduit dans le premier film comme le fantôme de Gryffondor, il devient dans l'épisode 2 un simple figurant qu'on retrouve pétrifié. Ouais, dès sa deuxième apparition, il a plus le droit de bouger. Mais le pire, c'est qu'après, on ne le revoit plus jamais. Son rôle emblématique de fantôme d'une maison ne suffit pas à lui donner des scènes. Du moins, ça, c'est dans les films. Car assez étrangement, du côté des livres, il obtient un rôle un peu plus important. Sa vraie heure de gloire, c'est la chambre des secrets. Lorsque Harry rentre couvert de boue suite à un entraînement de Quidditch, il finit par traverser le couloir Gryffondor et y croise un Nick complètement déprimé. Ne voulant pas le laisser seul dans l'embarras, il le demande alors ce qui ne va pas. On comprend finalement que le fantôme a été rejeté du club des chasseurs sans tête. Leur excuse, c'est qu'il a techniquement toujours sa tête. Mais avant même de pouvoir consoler son ami, Harry, qui a sali le couloir, se fait attraper par Rusard. Celui-ci, furieux du travail que ça lui rajoute, l'emmène alors à son bureau, afin de le punir de façon mémorable. Et alors qu'il s'apprêtait à choisir sa sentence, un grand bruit et des secousses se font soudain entendre. Sûrement un coup de Peeves, esprit frappeur du château, que les films ont d'ailleurs cruellement coupé. Dans l'espoir de l'attraper, Rusard sort de la pièce, permettant à Harry de souffler un moment. C'est alors qu'il remarque une grosse enveloppe sur le bureau. Il la prend et se rend compte qu'il s'agit d'un cours de magie par correspondance. Étant un craque-molle, fils de sorcier dénué de pouvoir, il voudrait donc apprendre la magie. Mais à peine a-t-il commencé à lire que Rusard revient. Ce dernier remarque qu'Harry y a touché et, très honteux que ça se sache, finit par le libérer. Une fois sorti, le jeune sorcier remarque Nick qui se dirige vers lui. En réalité, c'était lui qui avait provoqué les bruits de tout à l'heure. Il voulait attirer l'attention du concierge vers autre chose, pour le distraire. Le garçon, reconnaissant, lui demande s'il pourrait lui rendre l'appareil. Le fantôme réfléchit, puis acquiesce. Il y a bien quelque chose. Un peu hésitant, il lui propose finalement d'assister, avec Ron et Hermione, à son 500e anniversaire de mort. Bien qu'il se déroule le même soir que la fête de l'école, Harry finit par accepter. Une occasion pour nous de découvrir la culture des fantômes. Car cette célébration, déjà peu commune par nature, prend place dans une atmosphère très particulière. L'accueil est aussi chaleureux que lugubre. La musique est semblable à des crissements d'ongles et la nourriture servie est pourrie ou brûlée. Mais la vraie star de la soirée, c'est bien sûr ce cher Nick. Du moins, jusqu'à l'arrivée du club des 100 têtes. Encore amer d'avoir été rejeté, son humour très jovial se dégrade peu à peu. Le clou du spectacle, c'est quand ils accaparent toute l'attention. Au point où le maître de la soirée ne peut même pas faire de discours et qu'on lui rit au nez sans qu'il puisse rétorquer. On découvre alors une facette plus touchante d'un personnage laissé sur le côté. Grand figurant des films, on regrette de ne pas l'avoir plus vu. Sauf que, justement, cette
scène aurait dû être adaptée. C'est du moins ce que déclare son réalisateur, qui est lui-même un grand fan de l'anniversaire de mort. Malheureusement, ça aurait fini par être trop brouillon. La Chambre des secrets est un très gros morceau qu'il fallait adapter de façon convenable. Ainsi, aucune place possible pour un épisode, certes très touchant, mais aussi hors sujet avec le reste du film. Notre dernier espoir, c'est la série HBO. Cette dernière se voudra bien plus ambitieuse, avec un rythme d'une saison par année. Ainsi, on peut espérer qu'il y ait plus de place pour ce genre de scène ou sur des détails clés du scénario. Un des objets les plus fascinants d'Harry Potter, c'est sans conteste la carte du maraudeur. Plan détaillé de Poudlard traquant chaque personne qui s'y trouve, elle est un vrai bijou d'ingénierie magique. Pourtant, ses concepteurs n'étaient que des élèves. Du nom de Lunar, Queue de Verre, Patte-Molle et Cornedru, ces 4 griffons d'or sortaient déjà du lot. Car en réalité, Lunar était un loup-garou. En l'apprenant, Dumbledore plante un solcogneur sur un chemin menant à une cabane de préolard pour en condamner l'accès. Ça permet au jeune loup de s'isoler et de ne plus blesser personne lors de ces soirs de pleine lune. On y entendrait depuis des hurlements, qui, pour la plupart des gens, seraient ceux de fantômes. Dumbledore entretient la rumeur pour éloigner les élèves, et on a l'idée de l'appeler la cabane hurlante. Évidemment, ces cris sont en réalité ceux de notre ami, mais au fil des années, son secret s'alourdit. Il finit donc par l'avouer à ses amis, qui en réaction font un rituel difficile pour devenir des animagis. Un long processus de 8 étapes pour simplement se transformer en animal. Mais grâce à cela, ils peuvent veiller sur lui durant les soirs de pleine lune. Car si les loups-garous sont agressifs envers les humains, ils sont inoffensifs envers les animaux. Ces moments de grande solitude sont alors devenus les meilleurs de sa vie. C'est Lupin qui raconte cette histoire à Harry, Ron et Hermione. Lui, c'est évidemment Lunar, mais les 3 autres sont Sirius le loup, donnant Patte-Molle, James le cerf, devenu Cornedru, et Peter Pettigrew le rat, aussi appelé Queue de Verre. Une autre intrigue effacée du film, c'est le moment où Rogue surprend Lupin se transformer en loup-garou. Severus se faisait souvent brutaliser par James et Sirius, et curieux de savoir ce que Lupin, leur ami, faisait le soir devant le solcogneur, il l'espionna une fois pour observer la scène. Le jeune Black lui indiqua comment franchir le sol, pensant qu'il serait amusant que Lupin s'en prenne à lui. Heureusement, James parvint à le sauver in extremis avant qu'il se fasse attaquer. Depuis lors, il détestait Lupin, le pensant secrètement dangereux pour toute l'école. Mais celui qu'il haït le plus suite à ces événements, c'est surtout James Potter. Ayant été sauvé par son harceleur, Rogue se sent humilié, ce qui ne fait que renforcer son mépris à son égard. De façon générale, le film Harry Potter 3 est très différent du livre. Des fois pour le pire, comme ce qu'on vient de voir, mais d'autres aussi pour le meilleur. Comme toutes les scènes du Retourneur de temps portées par la beauté du cinéma, ou encore cet ajout du film où Rogue protège ses élèves. Si on peut dénoncer certains retraits, on ne peut donc pas nier la beauté de ce film. Et s'il y a une espèce dont on ne connaît rien dans le monde des sorciers, c'est bien les elfes de maison. Au cours de la saga, on en croise quelques-uns, comme créatures fidèles à toute épreuve à la famille des Blacks, mais aussi le plus connu d'entre eux, Dobby. L'elfe de maison. Apparu pour la première fois dans la Chambre des secrets, il prévient Harry de ne pas retourner à Poudlard car il court un grand danger. Mais il faut avouer que Dobby est très insistant. Il va de mensonge en chantage dans le seul but qu'Harry écoute ses conseils. Comme le moment où il vole les lettres des amis du sorcier afin de lui faire croire qu'il ne pense pas à lui. Des méthodes maladroites cachant une nature bienveillante qui auront su toucher le cœur des fans. Malgré tout, au cœur de la saga, on croise très peu de gens de l'espèce de Dobby. Un peu comme s'ils avaient disparu. Mais si je vous disais qu'il y en avait un autre, que les fans du film n'avaient jamais connu. Son nom, c'est Winky, rencontrée par les héros lors de la Coupe du Monde de Quidditch. Elle sert la famille Crompton dans leurs tâches quotidiennes. Lorsqu'on la croise, elle est dans les gradins, gardant une place pour son maître, Barty Crompton. Cette dernière nous offre une vision inédite du traitement des elfes, puisqu'elle ne semble pas vraiment mal le vivre. Plus surprenante encore, elle va même jusqu'à dire que les elfes de maison sont tous nés pour servir. Si cette déclaration peut déjà en perturber certains, juste après ça, la marque des ténèbres de Voldemort apparaît dans le ciel. Winky revient alors avec la baguette qu'il a lancée, ce qui fait d'elle la coupable idéale. Comme sentence, Barty Crompton Senior lui donne un vêtement, la libérant de force de ses fonctions. Et ça, elle va très mal le vivre, car lorsqu'on la retrouve plus tard dans le récit, on apprend que Dumbledore l'a gentiment recueillie, ce qui normalement serait une bonne nouvelle si elle ne buvait pas pour oublier son ancien métier. C'est aussi là qu'on découvre qu'un groupe d'elfes travaille en secret dans les cuisines de l'école avec Dobby
et Winky. Mais malgré l'abandon de la famille Croupton qui l'a fait tomber en dépression, la pauvre elfe leur reste fidèle jusqu'à la fin. Même lorsque Barty Croupton Jr., devenu un mange-mort, met en scène son décès en échangeant de place avec sa mère dans la prison d'Azkaban. En réalité, c'était lui qui avait lancé la marque des ténèbres, pendant que Winky servait de bouc émissaire pour le couvrir. Il révèle tout sous les yeux dévastés de son elfe lorsqu'il est démasqué après s'être fait passer pour Maugrey Folleuil. De son côté, Hermione est révoltée du mauvais traitement de Winky par ses anciens maîtres et fonde la Société d'aide à la libération des elfes, la SALE, une organisation visant à combattre les mauvais traitements faits à ces derniers. Mais malheureusement, sa lutte ne connaît pas un grand succès. La plupart des gens ne la prennent pas au sérieux et les seuls membres qu'elle réunit sont Neville, Ron et Harry. L'année suivante, elle tricote des bonnets et des écharpes pour leur libération, mais c'est finalement Dobby qui les récupère. L'Ordre du Phénix est un épisode charnière de la série. Une vraie transition entre le Harry Potter enfant et son passage progressif à l'âge adulte. Ça avait déjà commencé avec la Coupe de Feu, entre le retour de Lord Voldemort et le décès de Cédric Diggory. Mais dans le 5e volet, il perd cette fois bel et bien son innocence, lors de la mort de son père spirituel, Sirius Black. Harry se sent coupable, il est persuadé qu'il aurait pu le sauver et il est profondément en colère contre lui-même d'être tombé dans un piège de Voldemort. Ce dernier lui a fait croire qu'il torturait Sirius et le jeune homme s'est jeté dans la gueule du loup. Arrivant à sa rescousse, Sirius, bel et bien vivant, affronte sa cousine, Bellatrix Lestrange. C'est malheureusement durant ce combat provoqué involontairement par Harry que ce dernier perdra la vie. Il en résulte l'une des scènes les plus mémorables du récit. Après la confrontation entre le directeur et Voldemort, Harry se réveille très confus dans l'atrium du ministère. Il voit de nombreux sorciers attroupés autour de lui, notamment Cornelius Fudge, ministre de la magie. Ce dernier vient de témoigner de la présence de Voldemort. Pour tout lui raconter convenablement et ménager son élève, Dumbledore donne un porte-loin. Il se fait ainsi transporter dans le bureau du directeur et, se retrouvant seul, s'effondre sous la pression. Il se remémore la mort de Sirius et semble persuadé que tout serait sa faute. Mais à peine a-t-il le temps de se calmer que le réveil du tableau d'un ancêtre de Sirius finit par l'achever. Le dénommé Phineas Nigellus s'étonne d'abord de la présence d'Harry, pour simplement finir par parler avec lui. Le sorcier, lui, reste le plus silencieux possible. Il répond brièvement à ses questions tout en évitant le sujet de Sirius. Finalement, Dumbledore arrive. Et si on pense que ça va le calmer, c'est au contraire ce qui le fait craquer. Il hurle sur son professeur qu'on ne peut pas le comprendre, qu'il ne veut pas être compris et commence peu à peu à détruire son bureau. Mais ce qui met vraiment mal à l'aise, c'est la passivité du directeur. Certains verront ça comme une forme de faiblesse face à son élève, mais en vérité, il s'en veut, ayant pleinement conscience que tout est sa faute. Raison pour laquelle il laisse Harry passer ses nerfs sur son mobilier avant d'entamer une discussion plus posée. Le professeur finit par expliquer qu'il s'était laissé aveugler par son affection pour le jeune sorcier. Voulant d'abord le dissimuler au Seigneur des Ténèbres, il s'était éloigné d'Harry pour que le mage noir ne puisse pas l'utiliser contre lui. Dans le film, c'est tout de suite plus calme et beaucoup moins détaillé. Harry s'excuse directement et Dumbledore fait de même. Il n'y a aucun conflit, aucune tension, une sacrée différence avec le livre qui nous laisse tous perplexes. Pour certains, il s'agirait de conserver l'image très calme du Harry des films, mais pour d'autres, ce serait plutôt pour rester concis. Quoi qu'il en soit, ce genre de correction altère le sens du récit. Cette scène était cruciale pour le personnage d'Harry et sa relation avec Dumbledore. Les deux s'étaient éloignés durant le 5e volet et ce simple moment permettait d'expliquer pourquoi. Mais le film a juste décidé de laisser cette intrigue de côté, retirant ainsi beaucoup de profondeur, pourtant présente dans l'œuvre originale. Celui-là, c'est sûrement le plus scandaleux. Si t'as juste vu les films, tu vois sûrement Voldemort comme le méchant de base, ennuyeux et sans histoire. Mais heureusement, les livres lui donnent plus de développement. Issu d'une famille maudite, voué à disparaître, il aura su devenir le sorcier le plus craint de tous les temps. Mais pour comprendre son parcours, il faut qu'on parle de sa mère, Merope Gaunt. Tout commence quand cette dernière tombe amoureuse de Tom Jedusor, un moldu bourgeois habitant dans son voisinage. Sauf que rapidement arrive le premier problème. Jedusor la déteste.
Évidemment, c'est pas sans raison. La famille Gaunt est très pauvre et a mauvaise réputation à cause d'un père et d'un frère instables qui méprisent les moldus et les sorciers de sang mêlé. Au point où quand son frère Morfin découvre son amour pour Tom, il attaque le jeune homme en lui jetant un sort. Évidemment, le ministère sévit car il est interdit d'utiliser la magie ainsi. Mais le père des Gaunt tente de s'interposer, ce qui lui vaut lui aussi la prison d'Azkaban. Enfin seule, Merope apprend à vivre. Son père et son frère étaient les seuls qui l'en retenaient. Elle apprend la magie, elle qui en était incapable à cause de son état mental, puis retourne voir Tom pour lui donner un filtre d'amour. Personne ne lui a dit que c'était pas comme ça qu'on draguait, mais étrangement, ça marche. Il tombe alors éperdument amoureux et tout se déroule au mieux. Peut-être un peu trop bien, car Merope tombe enceinte. Et alors, elle se dit qu'avec les années qui passent, il doit commencer à vraiment l'aimer. Elle arrête donc de lui donner le filtre, mais malheureusement, elle s'était bien trompée. Jedusor, terrifié, décide de fuir loin d'elle et de l'abandonner. La jeune femme est détruite, plonge dans une dépression et perd tout ce qu'elle avait durant cette mauvaise passe. Ses pouvoirs disparaissent avec sa joie de vivre, son argent est emporté par Tom et toutes ses possessions sont vendues pour sa survie. Incapable d'élever son enfant seule, elle se rend tant bien que mal dans un orphelinat et donne naissance à celui qu'elle nomme Tom, Elvis et Jedusor, puis s'écroule sur le sol. Malgré l'absence de sa mère, il aura bien hérité de son esprit dérangé, puisqu'il passe sa vie dans l'orphelinat à effrayer les autres enfants. Mais plutôt que de l'isoler, à l'âge de ses 11 ans, Dumbledore le recueille. Il l'emmène à Poudlard pour suivre une scolarité où il se montre studieux et impressionne par ses résultats. En parallèle, il s'informe sur son père, pensant qu'il était un brillant sorcier, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il n'était qu'un moldu. Alors qu'une rage naît en lui, il abandonne son nom, qui le dégoûte, pour se faire appeler Lord Voldemort. Et c'est suite à cela qu'il tombe finalement dans la magie noire. Une histoire loin d'être finie qui mériterait sûrement une vidéo entière. Évidemment, il y a d'autres coupures tout aussi scandaleuses, comme l'héritage que Sirius laisse à Harry, jamais mentionné dans les films, ou encore la scène finale, où Dudley accepte son cousin, qui sera finalement coupé au montage. Mais ce sont des cas communs pour une adaptation. Condenser 500 pages en un film de 2 heures, c'est compliqué, et ça demande des sacrifices. Heureusement pour nous, il y a encore un espoir, car en 2026, HBO Max sort une série sur Harry Potter, prévue pour s'étendre sur 7 années en tout, et pour laisser de la place au développement de l'œuvre. Une dernière chance de voir nos moments préférés adaptés sur grand écran. À toi de me dire lesquels tu aimerais voir. C'était ce bon vieux Remax pour vous faire kiffer un max. D'autres vidéos arrivent, alors abonne-toi pour plus de Harry Potter.